L'amiral James Hartwell avait accès aux meilleurs médecins au Texas, mais aucun d'eux ne pouvait expliquer pourquoi sa fille de 26 ans, Lucy, mourait juste devant eux. Test après test revenait normal, pourtant elle dépérissait. Puis une nouvelle infirmière de nuit nommée Rosa remarqua quelque chose que les spécialistes avaient manqué. Une odeur amère, un clic suspect et un visage familier qui apparaissait juste avant que les signes vitaux de Lucy ne s'effondrent. Quand Rosa installa une caméra cachée, les images révélèrent une trahison si intime, si calculée que même l'amiral, un homme entraîné à repérer les ennemis, ne l'a jamais vu venir. La personne empoisonnant Lucy était dans leur maison depuis des années. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Profitez de l'histoire. Les mains de Rosa Delgado tremblaient alors qu'elle se tenait dans la cage d'escalier obscurcie de l'Hôpital Memorial de Clearwater, le faisceau de sa lampe de poche fendant les ombres comme un couteau. Dehors, l'orage qui avait mis hors service la moitié du système de caméras de l'hôpital faisait rage, chaque éclair illuminant le couloir étroit en de brefs flashs électriques. Elle pouvait entendre des pas au-dessus d'elle, rapides, déterminés, et son cœur battait contre ses côtes si fort qu'elle pensa que qui que ce soit pourrait l'entendre résonner sur les murs de béton. Elle se pressa contre la rampe métallique froide, essayant de calmer sa respiration, essayant de penser. C'était insensé. Elle était une infirmière de 28 ans qui travaillait dans cet hôpital depuis exactement 6 mois. Elle avait des prêts étudiants qu'elle pouvait à peine se permettre et un rêve de formation avancée en soins intensifs qui semblait chaque jour plus lointain chaque fois qu'elle se présentait pour le quart de nuit. Elle n'était pas détective. Elle n'était pas une héroïne. Et pourtant, elle était là, suivant un son, une odeur, un schéma que chaque instinct de son corps criait être faux. Les pas s'arrêtèrent. Rosa se figea, le souffle coupé. L'avait-il entendu? Savait-il qu'elle était là? Elle attendit, comptant les secondes dans sa tête, écoutant au-delà du tonnerre, au-delà de la pluie, au-delà des battements de son propre pouls. Puis elle l'entendit, un léger bruit de raclement, du métal contre du béton, quelque chose étant bougé. Elle s'accroupit et avança furtivement, ses baskets silencieuses sur les escaliers, sa lampe de poche tenue à ses côtés, pas encore dirigée, pas encore révélant sa position. 3 marches, 5, 7, et puis elle le vit. Derrière le chariot de maintenance qui était resté dans cet âge d'escalier pendant des semaines, accumulant la poussière, oublié par tout le monde. Derrière lui, niché dans les ombres où personne ne penserait à chercher, se trouvait un sac de sport noir, partiellement dézippé. Les mains de Rose se stabilisèrent alors qu'elle l'atteignait. C'était ça. C'était ce que son instinct lui avait dit de trouver. Elle tira le sac vers elle, la fermeture éclair sifflant alors qu'elle l'ouvrait plus largement et y éclaira de sa lumière. Des paquets nutritionnels, des douzaines d'entre eux. Mais ce que n'étaient pas les compléments standards délivrés par l'hôpital qu'elle voyait à chaque cœur. Ceux-ci avaient été ouverts, refermés, altérés. De petits flacons étaient nichés entre eux, du liquide clair à l'intérieur, des seringues non marquées, non étiquetées, des cuillères doseuses et un petit carnet. Des pages remplies de dates, d'heures, de dosages, toutes écrites d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement, parce qu'elle l'avait vue sur les registres de visiteurs, sur les cartes de rétablissement, sur l'emploi du temps quotidien affiché dans la chambre d'hôpital de Lucy Hartwell. Son estomac se tordit. Ce qu'elle trouva dans cette cage d'escalier, cachée derrière un chariot de maintenance pendant qu'une tempête déchirait la nuit texane, briserait le cœur d'un père et exposerait une vérité qui se cachait à la vue de tous depuis 6 mois. Une vérité si intime, si impensable que même l'amiral James Hartwell, un homme entraîné à repérer les ennemis à travers les océans, ne l'avait jamais vu venir. Rosa sortit son téléphone avec des doigts tremblants
et appuya sur enregistrer, car 20 pieds au-dessus d'elle, les pas revenaient. Si vous croyez que les infirmières méritent plus de respect pour avoir repéré ce que d'autres manquent, laissez un commentaire disant « Merci Rosa ». Montrons notre appréciation pour les vrais héros. Mais pour comprendre comment Rosa Delgado s'est retrouvée dans cette cage d'escalier, serrant des preuves qui détruiraient la confiance d'une famille, nous devons remonter 6 mois en arrière, au moment où ce cauchemar a commencé dans les banlieues ensoleillées de Clearwater, Texas. L'amiral James Hartwell était le genre d'homme qui imposait le respect dès qu'il entrait dans une pièce. Décoré, discipliné, un officier de carrière de la Marine qui avait passé 30 ans à servir son pays avec une précision inébranlable. Sa maison reflétait ce même ordre. Parquet en bois poli, photographie de famille parfaitement alignée sur la cheminée, et une vitrine remplie de médailles et de décorations qui retraçaient une vie de devoir et d'honneur. Mais si vous regardiez attentivement l'amiral pendant ses premières soirées de printemps, au-delà de sa posture droite et de ses chemises soigneusement repassées, vous verriez quelque chose qu'aucune quantité d'entraînement militaire ne pouvait cacher. La terreur, une pure terreur impuissante dans ses yeux chaque fois qu'il regardait sa fille. Lucy Hartwell avait toujours été vibrante. Les photographies sur les murs le prouvaient. Lucy à sa remise de diplôme universitaire, bras tendus, riant. Lucy faisant de la randonnée au Colorado, ébouriffée par le vent et souriante. Lucy à sa fête de 25 ans, entourée d'amis, son visage éclatant de vie. Mais la femme assise à la table du dîner familial ce printemps-là était un fantôme de ses images, pâle, épuisée, sa main tremblant légèrement alors qu'elle soulevait sa fourchette, ne mangeant que quelques bouchées avant de repousser l'assiette avec un sourire apologétique. L'assistant familial rôdait à proximité, l'inquiétude gravée sur son visage, toujours prêt avec les médicaments de Lucy, ses compléments, ses repas soigneusement préparés. Il était avec la famille Hartwell depuis 8 ans, une présence constante, quelqu'un en qui l'amiral avait une confiance implicite. Quand Lucy ne pouvait pas finir son dîner, il suggérait gentiment un shake nutritionnel à la place. Quand elle semblait trop fatiguée pour monter les escaliers, il était là pour l'aider. Toujours serviable, toujours inquiet, toujours là. L'amiral fit son premier appel à un spécialiste la semaine suivante, puis un autre et un autre. Il utilisa toutes ses relations, fit appel à des faveurs de décennies de connexions militaires, fit venir les meilleurs gastroneurologues, immunologistes et diagnosticiens que le Texas avait à offrir. Ils firent des tests, des analyses sanguines, des scanners, des biopsies, chaque médecin plus renommé que le précédent. Chacun examinant le cas de Lucy avec des sourcils froncés et des diplômes coûteux, et chacun arrivant à la même conclusion exaspérante. Tous les résultats normaux. Il n'y avait rien de mal avec Lucy Hartwell que la médecine moderne puisse détecter. Mais Lucy continuait de s'aggraver. 98 livres en avril, 92 livres en mai. Début juin, elle tomba à 97 livres. Ses vêtements pendaient sur sa silhouette comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. L'amiral cessa d'aller à son bureau. Il cessa de rappeler de la bise. Il s'installa dans la chambre d'hôpital de Lucy au Memorial de Clearwater, dormant droit sur la chaise en vinyle à côté de son lit, la regardant respirer, terrifié que chaque souffle puisse être le dernier. Les médecins répétaient la même chose. Ses signes vitaux étaient instables. Ses organes fonctionnaient. Il n'y avait pas d'infection, pas de maladie, pas d'explication, mais un percé. Et l'amiral James Hartwell savait que sa fille mourait juste devant lui et personne ne pouvait lui dire pourquoi. L'amiral ne le savait pas et encore, mais la réponse à la mystérieuse maladie de sa fille était dans sa maison depuis le début, cachée derrière un sourire en lequel il avait une confiance totale. Rosa Delgado n'était pas censée être celle qui résoudrait ce mystère. Elle avait 28 ans, la première personne de sa famille à terminer ses études, travaillant le quart de nuit au Memorial de Clearwater parce que c'était les seules heures qui payaient assez pour rembourser ses prêts étudiants.
Elle avait grandi dans un quartier ouvrier où devenir infirmière signifiait que vous aviez réussi, où sa mère se vantait encore auprès des voisins que sa fille sauvait des vies. Mais Rosa voulait plus. Elle rêvait d'une formation avancée en soins intensifs, de travailler dans des unités intensives où les cas les plus complexes arrivaient, où ses compétences pouvaient faire la plus grande différence. Le programme coûtait 40 000 $. Elle avait 300 $ sur son compte d'épargne, alors elle travaillait la nuit. Elle prenait les cartes que personne d'autre ne voulait et elle était attentive. Rosa était le genre d'infirmière qui portait un petit carnet à spirale dans la poche de ses blouses, les pages remplies d'observations qui ne rentraient pas proprement dans les dossiers médicaux électroniques. Elle remarquait des schémas. Elle remettait en question les hypothèses. Elle avait une règle qu'elle avait apprise tôt à l'école d'infirmière. Quand un patient semble malade, mais que les chiffres disent qu'il va bien, faites confiance à vos yeux, pas à l'imprimer. Sa première nuit d'assignée à la chambre de Lucy Hartwell arriva à la mi-juin, 3 mois après le déclin inexpliqué de Lucy. Rosa frappa doucement avant d'entrer. Se présentant à l'amiral qui était assis dans sa chaise habituelle à côté du lit, ses yeux injectés de sang par le manque de sommeil, il leva à peine les yeux. Juste un léger hochement de tête, une reconnaissance murmurée, rien de plus. Rosa comprit. Il avait rencontré des dizaines d'infirmières maintenant, des dizaines de médecins. Tous avaient promis d'aider et aucun n'avait tenu. Elle ne le prit pas personnellement. Au lieu de cela, elle tourna son attention vers Lucy. La jeune femme dormait, sa respiration superficielle mais régulière, son visage si pâle qu'il disparaissait presque dans l'oreiller blanc de l'hôpital. Rosa vérifia sa ligne air, son moniteur de signes vitaux, le sac de cathéter, tout selon les règles. Mais Rosa avait cessé de faire confiance au livre 3 ans après le début de sa carrière d'infirmière, lorsqu'elle avait repéré une erreur de médication que tous les systèmes informatiques avaient manqué. Elle faisait plutôt confiance à ses sens. Elle se pencha plus près de la table de chevet de Lucy, où le mélange d'hydratation du soir se trouvait dans sa bouteille en plastique à moitié pleine. Rosa dévissa le bouchon et l'approcha de son nez. C'était là, faible, presque imperceptible, mais présent, une odeur amère qui n'avait pas sa place dans un complément nutritionnel standard. Elle reboucha la bouteille et prit une note dans son carnet à spirale. 23h15. Mélange d'hydratation. Odeur inhabituelle. À 23h47, Rosa l'entendit. Un léger clic du capteur de porte de Lucy. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, puis à la porte. Les heures de visite étaient terminées à 21h01. Le couloir aurait dû être vide, sauf pour le personnel, mais le capteur avait enregistré quelqu'un entrant ou sortant. Elle prit une autre note. Au cours de la semaine suivante, Rosa observa. Pas seulement les dossiers de Lucy, pas seulement ses chiffres en baisse, mais les gens autour d'elle. Elle remarqua que les signes vitaux de Lucy seraient stables toute la soirée. Mais ensuite, 15 à 20 minutes après que l'assistant familial ait terminé sa visite nocturne, son rythme cardiaque monterait en flèche. Sa tension artérielle grimperait. Sa respiration deviendrait laborieuse. Les épisodes duraient environ 1 heure, puis diminuaient. Chaque nuit, comme une horloge, Rosa fit quelque chose qu'aucun autre professionnel de la santé n'avait fait. Elle cessa de regarder les dossiers de Lucy et commença à observer les gens autour d'elle. Elle ne le savait pas encore, mais ses petites observations, ses notes griffonnées dans son carnet à spirale, sur les odeurs amères et les capteurs de porte et les schémas de signes vitaux, l'amèneraient à cette cage d'escalier sombre, la nuit de la tempête où elle trouverait des preuves qui briseraient tout. Rosa savait qu'elle ne pouvait pas faire cela seule. Lors de sa 3e nuit avec Lucy, elle approcha la seule personne au mémorial de Clearwater qui, pensait-elle, pourrait l'écouter sans la rejeter comme une infirmière de nuit paranoïaque en quête de drame. Caleb Moore était le superviseur de la sécurité de l'hôpital depuis 15 ans. Il avait la cinquantaine avancée, avec une barbe grise et des yeux fatigués
qui avait vu toutes les variations possibles du comportement humain entre ces murs. Disputes de personnel, détournement de drogue, contrebande familiale et marchandises interdites. Il avait tout géré avec une efficacité tranquille qui lui avait valu le respect sans l'exiger. Lorsque Rosa le trouva à son bureau, examinant les flux de caméras, elle s'attendait à du scepticisme. Au lieu de cela, Caleb s'adossa à sa chaise et écouta. Elle lui montra son carnet, les schémas, les heures, les pics vitaux. Il n'interrompit pas. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Puis, il afficha les images de sécurité de l'étage de Lucy. Ils regardèrent ensemble. Nuit après nuit, le même schéma apparaissait à l'écran. L'assistant familial arrivant à 23h30, entrant dans la chambre de Lucy, restant 12 à 15 minutes, partant à 23h57. Chaque nuit, Caleb rembobina les images, les rejoua, sa mâchoire se crispant. Il avait perdu sa propre sœur il y a 20 ans à cause d'une négligence médicale, un diagnostic erroné qui aurait pu être décelé si quelqu'un avait pris la peine de regarder d'assez près. La sécurité des patients n'était pas seulement un protocole pour Caleb. C'était personnel. Il donna à Rosa accès à 2 semaines d'archives vidéo. Elle les emporta chez elle, les regarda image par image sur son ordinateur portable, documentant chaque visite, chaque chronologie, chaque anomalie. Mais les images seules ne pouvaient rien. Elle avait besoin de preuves physiques. Le lendemain soir, Rosa approcha la pharmacie de l'hôpital avec le mélange d'hydratation de Lucy. Elle leur demanda de faire une analyse, gardant un ton décontracté, professionnel. Le pharmacien fit le panel standard et lui remit les résultats. Le lendemain matin, dans les paramètres normaux, tout était vérifié, mais les instincts de Rosa criaient le contraire. Elle y retourna. Elle demanda un dépistage toxicologique plus détaillé, le genre généralement réservé aux cas de surdosage présumé. Le pharmacien haussa un sourcil, mais accepta. 3 jours plus tard, Rosa reçut l'appel qui changea tout. Le dépistage détaillé avait trouvé des traces d'un composé qui n'aurait pas dû être là. C'était sophistiqué, presque élégant dans sa cruauté. Quelqu'un ajoutait de petites doses, soigneusement mesurées, d'une substance qui imitait les symptômes de malnutrition sévère. Fonte musculaire, fatigue, déséquilibre électrolytique, arrêt digestif. Mais la substance était métabolisée rapidement, généralement en 6 à 8 heures, ce qui expliquait pourquoi elle n'apparaissait jamais dans les analyses sanguines de routine de Lucy. Les médecins la testaient au mauvais moment, toujours après que le poison ait déjà quitté son système. Celui qui faisait cela comprenait la pharmacocinétique. Il comprenait les taux de métabolisme et les fenêtres de détection. Cela exigeait des connaissances médicales, de véritables connaissances médicales. Rosa était assise dans sa voiture sur le parking de l'hôpital, fixant le rapport toxicologique, ses mains tremblant d'un mélange de rage et de peur. Lucy Hartwell ne mourait pas d'une maladie mystérieuse. Elle était empoisonnée lentement, méthodiquement par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Rosa savait maintenant que Lucy était empoisonnée. Mais par qui et pourquoi? La réponse était sur le point de passer la porte de Lucy à exactement 23h47, comme une horloge. Si vous pensez que Rosa devrait confronter cette personne immédiatement, commentez « confronter ». Si vous pensez qu'elle devrait d'abord recueillir plus de preuves, commentez « attendre ». Que feriez-vous? Rosa et Caleb étaient assis dans son bureau de sécurité exigu. Le rapport toxicologique étalé entre eux comme une accusation. Ils avaient la preuve d'un empoisonnement, mais ils avaient besoin d'un nom. Caleb sortit les registres des visiteurs, les recoupant avec les horodatage des images de sécurité. Un nom apparaissait avec une régularité mécanique nuit après nuit, toujours à la même heure. Marcus Brennan, l'assistant de la famille Hartwell. Rosa l'avait vu des dizaines de fois pendant ses quarts de travail. Milieu de la quarantaine, calme, efficace, il se déplaçait dans la chambre d'hôpital de Lucy avec la familiarité de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois auparavant. Il ajustait ses oreillers, remplissait sa carafe d'eau,
bavardait doucement avec l'amiral sur des questions ménagères et des rendez-vous à venir. Il était toujours serviable, toujours inquiet, toujours là. L'amiral lui faisait entièrement confiance. En fait, d'après ce que Rosa avait observé, l'amiral semblait compter sur Marcus pour presque tout en dehors des affaires militaires. Caleb fit passer le nom de Marcus dans le système de vérification des antécédents de l'hôpital, la même base de données qu'ils utilisaient pour tous les visiteurs réguliers des étages restreints. Ancien infirmier de la marine, libération honorable après 12 ans de service. Sa formation médicale incluait la pharmacologie, la médecine de terrain, les soins d'urgence. Il saurait absolument comment empoisonner quelqu'un de manière à éviter la détection. Rosa demanda à Caleb de creuser plus profondément, et ce qu'ils trouvèrent brossait un tableau à la fois tragique et terrifiant. Marcus était venu travailler pour l'amiral Hartwell il y a 8 ans, peu après sa démobilisation de la marine. Il luttait alors contre une dépendance, sa vie en ruine, son avenir incertain. L'amiral l'avait accueilli, l'avait aidé à se désintoxiquer, lui avait donné un but et une structure, et un endroit où se sentir appartenir. Marcus était avec la famille depuis. Il était là quand Lucy avait obtenu son diplôme universitaire. Là quand elle avait ramené son premier petit ami. Là pour chaque fête, chaque anniversaire, chaque étape importante. Il n'était pas juste un employé. Il était devenu une partie du tissu de leur vie. Il gérait le calendrier de l'amiral, les finances du ménage, coordonnait les rendez-vous médicaux de Lucy, s'assurait que les uniformes de l'amiral étaient repassés et que ses repas étaient préparés, et que sa vie fonctionnait avec une précision militaire. Marcus s'était rendu indispensable. Non, plus que cela, il s'était rendu nécessaire. Caleb trouva autre chose dans les anciens registres de visiteurs d'il y a 6 mois. Marcus était à la maison le jour où Lucy avait parlé à son père de l'école supérieure, Stanford, à l'autre bout du pays. Elle avait été acceptée dans un programme prestigieux, entièrement financé, une opportunité qu'elle avait travaillé des années pour l'obtenir. L'amiral avait été ravi pour elle, fier, parlant déjà de visiter la Californie, peut-être même de déménager après sa retraite. Rosa se souvint d'une conversation qu'elle avait entendue il y a 2 semaines. Lucy, dans l'un de ses moments les plus lucides, parlant doucement à son père de ses projets, de ses rêves, de son avenir, et Marcus debout dans le coin de la pièce, son visage soigneusement neutre, ses mains serrant le plateau repas un peu trop fort. Cela se mit en place avec une clarté horrifiante. Si Lucy partait, l'amiral la suivrait. Il réduirait la taxe de la maison, peut-être la vendrait-il entièrement. Il n'aurait plus besoin de quelqu'un pour gérer un foyer qui n'existait plus. Marcus perdrait son emploi, sa maison, son but. La famille qu'il avait sauvée passerait à autre chose, et il serait laissé seul, inutile. Tout ce autour de quoi il avait construit son identité pendant 8 ans disparaîtrait. Marcus ne voulait pas blesser Lucy. Il avait juste besoin qu'elle reste assez malade pour que l'amiral ne parte jamais. Il avait besoin d'être nécessaire et il était prêt à la tuer lentement pour que cela arrive. Comprendre le motif ne suffisait pas. Rosa et Caleb avaient besoin de preuves qui tiendraient la route au-delà de leurs soupçons, au-delà des schémas dans les carnets et des théories psychologiques. Ils devaient prendre Marcus en flagrant délit. Le plan qu'ils ont élaboré était simple mais risqué. Caleb réquisitionnerait une petite caméra discrète du stock d'équipements de sécurité, le genre utilisé pour surveiller les zones sensibles. Rosa placerait une nouvelle bouteille nutritionnelle dans la chambre de Lucy, positionnée exactement où Marcus la trouvait toujours, sur la petite table aux côtés de son pied. Puis, ils attendraient. La caméra fut installée pendant le quart de l'après-midi de Rosa, dissimulée derrière un arrangement floral qui était resté sur le rebord de la fenêtre pendant des semaines, sa lentille pas plus grande qu'un bouton de chemise, dirigée directement vers la table de chevet de Lucy et sa perfusion. Les mains de Rosa tremblaient en ajustant l'angle. Si Marcus la remarquait, s'il soupçonnait quoi que ce soit, il disparaîtrait.
Il pourrait accélérer ce qu'il faisait à Lucy. Mais s'il ne faisait rien, Lucy continuerait de dépérir pendant que son père regardait impuissant, ne sachant jamais que la vérité se tenait juste à côté de lui. La nuit du piège, Rosa ne put manger. Elle arriva pour son quart 2 heures en avance, vérifiant et revérifiant le flux de la caméra sur le moniteur de Caleb dans le bureau de sécurité. L'objectif fonctionnait. L'angle était parfait. Tout était en place, mais l'esprit de Rosa courait avec des doutes. Et si Marcus ne venait pas ce soir? Et s'il avait d'une manière ou d'une autre senti leurs soupçons et changé son schéma? Et si la caméra tombait en panne? Et sous toutes ces peurs, il y avait quelque chose de plus lourd, quelque chose qui lui tordait l'estomac. Si Marcus mordait à l'hameçon, s'il le filmait, ils étaient sur le point de briser le monde de l'amiral Hartwell. Ils étaient sur le point de prouver que l'homme qu'il avait sauvé, l'homme en qui il avait confiance depuis 8 ans, avait lentement assassiné sa fille. À 21h30, le premier grondement de tonnerre résonna à travers Clearwater. À 22h, la pluie frappait contre les fenêtres de l'hôpital et la foudre fendait le ciel en craquements blancs dentelés. À 22h43, les lumières vacillèrent. La radio de Caleb crépita avec des rapports de maintenance. La tempête avait mis hors service une partie du système de caméras de secours de l'hôpital dans l'aile est. Pas l'étage de Lucy, Dieu merci, mais assez près pour envoyer un frisson dans le dos de Rosa. La tempête ressemblait à un présage. Elle était assise au poste de l'infirmière, faisant semblant de consulter des dossiers, ses yeux jetant un coup d'œil à l'horloge toutes les 30 secondes. 23h15, Marcus arriverait d'une minute à l'autre. 23h35, 23h40. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. La voix de Caleb vint à travers son téléphone, basse et régulière. La caméra est en direct. J'ai les yeux sur la pièce. À exactement 23h47, Marcus Brennan passa à la porte de Lucy. Rosa le regarda sur le moniteur de Caleb, le souffle coupé. Il se déplaçait avec la même efficacité tranquille qu'il avait toujours, vérifiant la forme endormie de Lucy, ajustant sa couverture avec ce qui semblait être une tendresse authentique. La caméra tournait. Marcus était dans la pièce, et ce qu'il ferait ensuite serait capturé avec des détails atroces et indéniables. Si vous ne supportez pas les gens qui abusent de la confiance comme ça, cliquez sur le bouton d'abonnement. Chaque abonnement est un vote contre la trahison. Rosa regarda le moniteur dans le bureau de Caleb, tout son corps rigide, alors que Marcus se déplaçait dans la chambre de Lucy avec une aisance habituelle. Il s'approcha du lit, se penchant près du visage endormi de Lucy. Ses lèvres bougèrent. Il lui disait quelque chose, des mots trop doux pour que la caméra les capte, mais son expression était douce, presque paternelle. Il lui écarta une mèche de cheveux du front. Pour quiconque regardait, cela aurait ressemblé à de la compassion, à de l'attention. Puis Marcus se redressa et se tourna vers la table de chevet. Sa main se glissa dans la poche de sa veste et en sortit un petit flacon de verre pas plus grand que son pouce. Le liquide à l'intérieur était clair, inoffensif, identique à 1000 autres composés médicaux qui circulent dans les couloirs de l'hôpital chaque jour. Il dévissa le bouchon de la bouteille d'hydratation de Lucy avec des doigts fermes. Aucune hésitation, aucun tremblement de culpabilité. Il inclina le flacon et laissa exactement 4 gouttes tomber dans le mélange nutritionnel. 4 gouttes, mesurées avec précision. Il reboucha les 2 récipients, donna un léger tourbillon à la bouteille pour mélanger le contenu, puis la remit exactement là où elle avait été. Mais il n'avait pas fini. Marcus se déplaça vers le support de Lucy, ses yeux scannant la pompe qui régulait le flux de fluide dans son sang. Il appuya sur 2 boutons, ajustant le débit. Le changement était subtil, à peine perceptible, à moins de savoir quoi chercher. Mais Rosa le reconnut immédiatement. Il avait augmenté le débit juste assez pour administrer le mélange d'hydratation empoisonné plus rapidement, s'assurant qu'il atteindrait le système de Lucy avant que son composé ne soit métabolisé. C'était calculé,
clinique, le travail de quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il faisait. Marcus vérifia les signes vitaux de Lucy sur le moniteur une dernière fois, observant les chiffres avec la concentration d'un professionnel de la santé évaluant son patient. Satisfait, il se tourna et marcha vers la porte. Alors qu'il la refermait derrière lui, Rosa l'entendit à travers le flux audio du moniteur. Ce clic distinctif du capteur de porte. 23h47. Comme une horloge, le bureau de sécurité tomba dans un silence suffocant. Rosa et Caleb restèrent figés, fixant l'écran où Marcus venait de commettre une tentative de meurtre en haute définition. Les mains de Rosa tremblaient de manière incontrôlable maintenant, sa respiration se faisant courte, superficielle. Elle avait soupçonné, elle avait théorisé, mais le voir se produire, voir l'empoisonnement délibéré d'une femme mourante par quelqu'un qui était censé la protéger, lui fit monter le bile à la gorge. Caleb attrapa son téléphone, son visage buriné plus dur que Rosa ne l'avait jamais vu. Il composa le numéro de la police, sa voix calme et professionnelle, alors qu'il rapportait ce dont ils avaient été témoins, demandant que des agents soient dépêchés immédiatement au Memorial de Clearwater. Rosa se leva brusquement. Elle ne pouvait pas respirer dans ce petit bureau. Elle ne pouvait pas penser. Elle marmonna quelque chose à Caleb sur le fait qu'elle avait besoin d'air et trébucha dans le couloir. La cage d'escalier. Elle avait besoin de la cage d'escalier où c'était calme et frais et où elle pouvait traiter ce qu'elle venait de voir sans les lumières fluorescentes et les moniteurs qui bipaient et le poids suffocant de sa voix. Elle poussa la lourde porte et s'appuya contre le mur de béton. Sa tête tournait, son estomac se tordait. C'est alors qu'elle les entendit. Des pas descendant de l'étage supérieur. Des pas rapides, déterminés, qu'elle avait entendus à la caméra 1000 fois dans les images de sécurité. Marcus revenait. Il avait oublié quelque chose. Rosa était seule dans la cage d'escalier. Marcus était à 20 pieds et il n'avait aucune idée qu'il venait d'être filmé. Le cœur de Rosa battait contre ses côtes alors qu'elle se pressait dans les ombres de la cage d'escalier, son esprit parcourant des options impossibles. Elle pourrait remonter au poste de l'infirmière, mais Marcus la verrait. Elle pourrait appeler à l'aide, mais qui l'entendrait par-dessus l'orage? Puis ses yeux s'accrochèrent à quelque chose qu'elle avait manqué dans sa panique, le chariot de maintenance. Le même chariot couvert de poussière qui était resté dans cette cage d'escalier pendant des semaines. Oublié par l'entretien ménager, ignoré par tous ceux qui le passaient, elle sortit son téléphone, alluma la lampe de poche et s'accroupit. Derrière le chariot, exactement où elle l'avait trouvé dans ces moments frénétiques qui avaient ouvert cette histoire, se trouvait un sac de sport noir. Ses mains agirent par instinct, le dézippant. La caméra de son téléphone enregistrait tout alors qu'elle cataloguait ce qu'il y avait à l'intérieur. Des paquets nutritionnels altérés, des douzaines d'entre eux, leurs scellés soigneusement brisés et refermés, de petits flacons en verre remplis de liquide clair, non étiquetés, anonymes, des seringues encore dans leur emballage stérile, des cuillères à mesurer, et ce carnet, des pages denses de l'écriture de Marcus, des dates, des heures, des dosages, un registre méticuleux de chaque fois qu'il avait empoisonné Lucy Hartwell au cours des 6 derniers mois. Les pas s'arrêtèrent. Rosa leva les yeux du sac, la lumière de son téléphone toujours enregistrant, et il était là. Marcus Brennan se tenait sur le palier au-dessus d'elle, figé à mi-pas, ses yeux rivés sur Rosa, puis sur le sac de sport ouvert, puis de nouveau sur Rosa. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Le seul son était la pluie battant les fenêtres et la respiration haletante de Rosa. Elle attendit qu'il court, attendit qu'il se jette sur le sac, qu'il s'empare de son téléphone, qu'il fasse quelque chose de violent et de désespéré. Au lieu de cela, le visage de Marcus s'effondra simplement. Ce n'était pas l'expression de quelqu'un pris en flagrant délit. C'était l'expression de quelqu'un dont le monde entier venait de s'écrouler. Ses épaules tombèrent, ses yeux se remplirent de larmes. Il s'affala sur la marche,
le dos contre le mur, et se couvrit le visage de ses mains. Quand il parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure, brisée et creuse. « Je ne pouvais pas le perdre, » dit Marcus, et les mots sortirent comme une confession qu'il avait retenue pendant des mois. « L'amiral est tout ce que j'ai. » Rosa resta accroupie près du sac, son téléphone toujours enregistrant, sa voix piégée dans sa gorge. Elle voulait lui crier dessus, voulait lui demander comment il pouvait justifier de tuer lentement une femme innocente. Mais avant qu'elle ne trouve les mots, elle entendit de nouveaux sons résonner du rez-de-chaussée. Des bottes lourdes, des voix statiques de radio appelant des directions. Caleb avait appelé la police. 2 officiers apparurent dans la cage d'escalier en quelques minutes, suivis de Caleb lui-même, son visage sévère. Marcus ne résista pas. Il se leva quand ils le lui demandèrent, tendit ses mains pour les menottes sans protester, ses yeux toujours humides de larmes. Alors qu'il le menait en bas des escaliers, il regarda Rosa une dernière fois. Pas avec colère, pas avec haine, avec quelque chose de pire. Le regret. Le genre de regret qui vient quand vous réalisez que vous avez tout détruit, y compris vous-même, et qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'était juste avant l'aube quand ils réveillèrent l'amiral James Hartwell. Rosa se tenait devant la chambre de Lucy, regardant à travers la fenêtre alors que Caleb et un administrateur de l'hôpital annonçaient la nouvelle. Elle vit le visage de l'amiral passer par une progression d'émotions si rapide qu'elle se brouillait. Confusion, incrédulité, déni, et puis finalement une terrible et écrasante compréhension. Son ami le plus fidèle, l'homme qui l'avait sauvé de la dépendance, l'homme qui l'avait accueilli chez lui et dans sa vie, empoisonnait sa fille depuis 6 mois. L'amiral ne pleura pas. Les hommes comme lui ne pleurent pas. Mais Rosa vit quelque chose mourir derrière ses yeux, une sorte de confiance qui, une fois brisée, ne peut jamais être réparée. Le corps humain a une capacité remarquable de guérison lorsque vous cessez de l'empoisonner. Dans les 48 heures suivant l'arrestation de Marcus, les signes vitaux de Lucy Hartwell ont commencé à se stabiliser d'une manière qu'ils n'avaient pas fait depuis 6 mois. Le pic inexpliqué a cessé. Les baisses mystérieuses et la tension artérielle ont cessé. Son rythme cardiaque s'est stabilisé en un rythme régulier et sain que les infirmières avaient presque oublié être possible pour elle. Mais les vrais changements ont pris plus de temps, se déroulant par petits incréments précieux que Rosa a documentés dans son carnet, avec la même attention méticuleuse qu'elle avait accordée aux signes du déclin de Lucy. La première semaine, l'appétit de Lucy est revenu. Pas de manière spectaculaire, pas d'un coup, mais dans des moments calmes qui semblaient des miracles à quiconque l'avait vu repousser repas après repas pendant des mois. Elle a demandé des toasts un matin, puis de la soupe, puis quelques jours plus tard, elle a mangé un petit déjeuner entier et a demandé une deuxième portion. Les nutritionnistes ont ajusté son plan de repas avec soin, ne voulant pas submerger son système digestif en convalescence. Mais le corps de Lucy semblait affamé de se réparer, désireux de récupérer ce qui lui avait été volé goutte de poison après goutte. Sa couleur est revenue ensuite. Le teint grisâtre qui l'avait fait ressembler à une photographie fanée a commencé à se réchauffer. Le rose est revenu sur ses joues. Ses lèvres ont perdu cette teinte bleutée qui avait terrifié son père chaque fois qu'il la regardait. Les infirmières ont commencé à le commenter pendant les changements de corps. De petites observations qui portaient un poids énorme. Elle a l'air mieux aujourd'hui. L'avez-vous vu sourire? Ses yeux sont plus brillants. À la fin de la 3e semaine, Lucy avait pris 12 livres. 12 livres qui représentaient d'innombrables petites victoires. 12 livres qui signifiaient que son corps absorbait les nutriments au lieu d'être saboté par eux. 12 livres qui l'ont transformée d'une femme qui semblait disparaître en quelqu'un qui semblait pouvoir avoir un avenir. Les médecins qui avaient passé des mois perplexes par son déclin mystérieux étaient maintenant perplexes par sa récupération rapide. Bien qu'ils aient essayé de le cacher derrière une terminologie professionnelle sur la résilience du corps et l'imprévisibilité de toute condition,
non nommés qu'ils n'avaient pas réussi à diagnostiquer. Seule une poignée de personnes connaissaient la vérité. La police avait demandé de la discrétion pendant leur enquête. Marcus avait été arrêté discrètement, retiré de l'hôpital avant l'aube, accusé de tentative de meurtre et détenu sans caution. L'amiral avait accepté de garder les détails privés jusqu'à ce que l'affaire passe en jugement, non pas par désir de protéger Marcus, mais pour protéger Lucy de devenir un spectacle médiatique, d'avoir son expérience de quasi-mort transformée en titre et spéculation. À travers tout ce club, l'amiral James Hartwell quitta à peine le chevet de sa fille. Mais il était différent maintenant. Le maintien militaire rigide qu'il avait défini pendant 3 décennies s'était adouci en quelque chose de plus humain, de plus vulnérable. Il ne s'asseyait plus droit comme un piquet sur la chaise de l'hôpital, examinant des rapports et aboyant des ordres dans son téléphone. Au lieu de cela, il s'affaissait légèrement, sa main souvent posée sur la barrière du lit de Lucy, ses yeux suivant chacun de ses mouvements, avec un mélange de soulagement et de terreur persistante, qu'elle puisse d'une manière ou d'une autre s'échapper à nouveau. Il commença à parler aux infirmières, pas seulement des échanges fonctionnels sur les horaires de médicaments et les résultats de tests, mais de véritables conversations. Il apprit leurs noms, demanda des nouvelles de leur famille, les remercia pour des choses qu'il avait auparavant tenues pour acquises. Lorsque le quart de nuit arrivait, il hochait la tête respectueusement à chaque infirmière, reconnaissant leur présence d'une manière que Rosa reconnut comme sa version d'une excuse pour les mois où il les avait à peine considérées comme des personnes. Et il demanda spécifiquement Rosa. Chaque quart qu'elle travaillait, l'amiral la cherchait, lui demandant de le tenir personnellement, informé des progrès de Lucy. Non pas parce qu'il ne faisait pas confiance aux autres infirmières, mais parce que Rosa avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Elle avait fait confiance à ses instincts quand 50 médecins avaient fait confiance à leurs tests. Elle s'était assez souciée pour regarder au-delà des dossiers, au-delà des paramètres normaux, au-delà des assurances que tout allait bien alors que clairement rien n'allait bien. Les conversations furent brèves au début, presque formelles. Rosa rapportait les signes vitaux de Lucy, son apport alimentaire, ses habitudes de sommeil. L'amiral hochait la tête, posait une question ou deux pour clarifier, la remerciait. Mais progressivement, les échanges devinrent quelque chose de plus. Il commença à interroger Rosa sur sa propre vie, où elle était allée à l'école, pourquoi elle était devenue infirmière, quels étaient ses objectifs. Lorsque Rosa mentionna, presque gênée, qu'elle rêvait d'une formation avancée en soins intensifs, mais ne pouvait pas se permettre le programme, l'amiral hocha simplement la tête, son expression illisible, et ne dit rien de plus à ce sujet. Mais Rosa le remarqua prendre une note dans le petit carnet en cuir qu'il avait commencé à porter. Le rétablissement cognitif de Lucy reflétait son rétablissement physique. Le brouillard qui s'était installé sur son esprit pendant le pire de l'empoisonnement commença à se dissiper. Elle recommença à lire, tenant des livres sans que ses mains ne tremblent, parcourant des chapitres entiers sans s'endormir à mi-page. Elle posa des questions sur ce qui lui était arrivé, et l'amiral, après avoir consulté son équipe médicale, décida qu'elle méritait la vérité. Il lui raconta tout sur Marcus, sur l'empoisonnement, sur Rosa. C'était un mardi matin, 3 semaines et demie après l'arrestation de Marcus, lorsque Lucy demanda à voir Rosa. La demande fut transmise par l'infirmière-chef qui trouva Rosa dans la salle de repos en train d'examiner des dossiers. Lucy Hartwell vous demande spécifiquement, dit l'infirmière-chef, et quelque chose dans son ton suggérait que ce n'était pas seulement une demande de patiente routinière. Rosa marcha vers la chambre de Lucy, son cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. Elle avait vérifié Lucy des dizaines de fois depuis cette nuit dans la cage d'escalier, mais toujours en tant qu'infirmière, toujours à titre professionnel. Cela semblait différent. Lucy était assise dans son lit lorsque Rosa entra, appuyée contre des oreillers, portant ses propres pyjamas maintenant, au lieu d'une blouse d'hôpital. Ses cheveux avaient été lavés et brossés. Elle ressemblait à une personne à nouveau au lieu d'une patiente.
Rosa, dit Lucy, et sa voix était plus forte que Rosa ne l'avait jamais entendue. Pouvez-vous vous asseoir avec moi une minute? Rosa tira une chaise près du lit et Lucy tendit la main et lui prit la main. Sa prise était encore faible, mais elle était là, présente, vivante, les yeux de Lucy clairs et concentrés d'une manière qu'ils n'avaient pas été depuis des mois, cherchant le visage de Rosa. Ils m'ont dit ce qui s'était passé, dit Lucy doucement. Ils m'ont dit ce que Marcus a fait, et ils m'ont dit que c'était vous qui aviez compris, que 50 médecins m'ont examiné, ont fait tous les tests imaginables, et n'ont rien trouvé d'anormal. Mais vous l'avez fait. Vous avez trouvé ce qu'ils ont tous manqué. Rosa commença à détourner, à dire qu'elle avait juste fait son travail. Mais Lucy lui serra la main doucement, l'arrêtant. Non, dit Lucy, ce n'était pas juste votre travail. Vous vous êtes assez soucié pour regarder. Vous avez fait attention quand il aurait été plus facile de faire confiance à ce que tout le monde disait. Vous avez mis votre carrière en jeu en insistant que quelque chose n'allait pas quand tous les experts disaient que tout était normal. Vous m'avez sauvé la vie, Rosa. Non pas parce que vous êtes la plus intelligente ou la plus expérimentée, mais parce que vous avez refusé de détourner le regard. Rosa sentit des larmes lui brûler les yeux. Elle avait passé les 3 dernières semaines concentrée sur le rétablissement de Lucy, à s'assurer que l'arrestation de Marcus tiendrait, à tout documenter pour l'enquête policière. Elle ne s'était pas permis de ressentir le poids total de ce qui s'était passé, à quel point ils avaient été proches de perdre Lucy complètement. Maintenant, assise dans cette chambre d'hôpital, la main de Lucy dans la sienne. L'émotion la submergea comme une vague. « Je suis juste contente que vous alliez mieux », réussit à dire Rosa, sa voix rauque. Lucy sourit, et ce fut le premier vrai sourire que Rosa avait vu d'elle. « Mon père veut vous parler, » dit Lucy. « Il a planifié quelque chose, il ne me dira pas quoi, mais il continue de me poser des questions sur vous, sur ce que vous aimez, ce qui compte pour vous. Je pense que vous devriez vous préparer à l'amiral James Hartwell en mode pleine gratitude. Ça va probablement être accablant. » Rosa rit malgré elle, essuyant ses yeux. Il a déjà été incroyablement gentil. Il vous a à peine reconnu la première nuit où vous avez travaillé avec moi, dit Lucy doucement. Je me souviens que j'étais à moitié endormi, mais je me souviens de lui assis là comme une pierre, comme s'il avait abandonné tout le monde. Et maintenant, il demande de vos nouvelles chaque jour. Ce n'est pas de la gentillesse, Rosa. C'est du respect de la part d'un homme qui ne le donne pas facilement. Ils restèrent assis ensemble quelques minutes de plus. Lucy raconta à Rosa les livres qu'elle lisait, la physiothérapie qu'elle commencerait la semaine prochaine, le programme d'études supérieures qui avait accepté de reporter son admission d'1 an pendant sa convalescence. Elle parlait de l'avenir d'une manière qui aurait été impossible 1 mois auparavant, quand l'avenir se mesurait en jours, peut-être en heures. Quand Rosa se leva finalement pour partir voir ses autres patients, Lucy l'arrêta une dernière fois. « Rosa, dit-elle, merci de m'avoir vu quand j'étais invisible, d'avoir cru que quelque chose n'allait pas quand tout le monde disait que j'allais bien, d'être le genre d'infirmière qui se soucie vraiment. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. » Rosa sortit dans le couloir et dut s'appuyer contre le mur un instant, submergée. Elle se souvenait si clairement de sa première nuit avec Lucy. L'amiral qui ne voulait pas la regarder dans les yeux, qui avait perdu confiance en tous ceux qui franchissaient cette porte. Elle se souvenait de s'être sentie invisible, juste une autre infirmière dans une rotation sans fin de professionnels de la santé qui avaient tous échoué à aider sa fille mourante. Maintenant, il lui demandait de réserver la date. Il avait quelque chose d'important à lui donner. Lucy l'avait prévenu, lui avait dit de se préparer. Mais Rosa n'avait aucune idée de ce que l'amiral James Hartwell pouvait bien vouloir lui donner au-delà de ses remerciements, qu'il avait déjà exprimés plus de fois que nécessaire. Elle était une infirmière de nuit, avec des dettes étudiantes et des blues d'occasion, et un rêve qui semblait perpétuellement hors de portée. Ce que Rosa ne savait pas encore, ce qu'elle n'aurait pas pu imaginer,
En retournant au poste des infirmières pour documenter l'amélioration continue de Lucy, c'est que l'amiral avait passé les 3 dernières semaines à téléphoner, à faire appel à ses dernières faveurs, à contacter des collègues et des relations tissées sur 30 ans de service militaire. Il avait pris une décision la nuit où Rosa avait sauvé la vie de sa fille, et maintenant il allait s'assurer que cette décision changerait la vie de Rosa de la même manière qu'elle avait changé celle de Lucy. Il allait donner à Rosa son rêve et il n'allait pas accepter un refus. Le message arriva sur le téléphone de Rosa 3 jours après sa conversation avec Lucy. Un SMS d'un numéro inconnu qui s'identifiait comme l'amiral Hartwell. Simple, direct, précision militaire, même dans un message texte. Mademoiselle Delgado, voudriez-vous me rencontrer sur le toit de l'hôpital demain à 14 heures? J'ai quelque chose à discuter avec vous. James Hartwell. Rosa lut le message 4 fois, son estomac battant de nerfs qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle répondit par un simple « Oui, monsieur », puis passa les 24 heures suivantes à essayer de ne pas obséder sur ce que l'amiral pourrait vouloir discuter, qui nécessitait de la confidentialité, qui nécessitait le toit plutôt que la chambre d'hôpital de Lucy, ou le couloir, ou l'une des dizaines d'endroits où ils avaient parlé auparavant. Le toit du Memorial de Clearwater n'était techniquement pas ouvert aux visiteurs. C'était une zone d'accès pour la maintenance, abritant des unités CVC et des équipements électriques, entourés d'une clôture en grillage qui était censée empêcher les gens d'entrer. Mais le personnel de l'hôpital l'utilisait comme zone de pause officieuse depuis des années, un endroit pour échapper aux lumières fluorescentes et à l'air recyclé, pour voir le ciel et se souvenir qu'il y avait un monde au-delà de ces murs. Rosa y était montée une poignée de fois lors de quarts particulièrement stressants, assise sur un seau renversé, laissant le vin du Texas lui éclaircir les idées. Elle arriva 5 minutes en avance, poussant la lourde porte métallique qui menait au toit, et trouva l'amiral James Hartwell déjà là. Il se tenait près du bord, regardant Clearwater, ses mains jointes derrière son dos, dans une posture si ancrée qu'elle était probablement inconsciente. Il avait changé depuis cette première nuit où Rosa l'avait rencontré. Le maintien militaire rigide était toujours là, mais adouci d'une manière ou d'une autre, rendu plus humain par tout ce qu'il avait enduré. Il portait des vêtements civils, un jean et une simple chemise boutonnée. Et Rosa réalisa qu'elle ne l'avait jamais vu autrement qu'en uniforme ou dans les vêtements froissés d'un homme qui avait dormi dans une chaise d'hôpital pendant des mois. « Mademoiselle Delgado », dit-il, se retournant quand il entendit ses pas, « merci d'être venue. » « Bien sûr, dit Rosa, soudain consciente de son apparence informelle dans ses blouses, ses cheveux attachés en une queue de cheval pratique, ses chaussures éraflées par des cœurs de 12 heures. Elle sentit qu'elle devrait se tenir au garde-à-vous ou saluer ou quelque chose. Mais l'amiral fit un geste vers un banc que quelqu'un avait traîné ici il y a des années, sa peinture écaillée, mais toujours solide. Ils s'assirent ensemble, et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Les sons de la ville leur parvenaient, le trafic sur l'autoroute, une sirène lointaine, le vent bruissant dans les chênes verts qui entouraient l'hôpital. C'était paisible d'une manière que les intérieurs d'hôpital ne l'étaient jamais. Et Rosa comprit pourquoi l'amiral avait choisi cet endroit pour quelle que soit la conversation qu'il devait avoir. « J'ai passé 30 ans dans la marine, dit finalement l'amiral, ses yeux toujours fixés sur l'horizon. J'ai commandé des navires, mené des opérations, pris des décisions qui ont affecté des centaines de vies. J'ai été décoré pour mon service et mon leadership. Et pourtant, il y a 3 semaines, j'étais complètement impuissant. J'ai vu ma fille mourir. Et malgré toutes les ressources à ma disposition, malgré avoir fait appel à tous les faveurs que j'avais accumulées pendant 3 décennies, je n'ai pas pu la sauver. » Il se tourna pour regarder Rosa directement, et elle vit quelque chose dans son expression qui lui coupa le souffle. L'humilité, une humilité brute, non dissimulée, d'un homme qui avait bâti une carrière sur la force et la certitude. « Vous êtes une infirmière de nuit de 28 ans, continua-t-il, travaillant un emploi qui ne vous paye probablement pas ce que vous valez,
enseveli sous les dettes étudiantes, négligé par presque tous ceux qui traversent cet hôpital. Et vous avez sauvé la vie de ma fille, non pas parce que vous aviez plus de ressources ou plus d'autorité ou plus d'expérience que les spécialistes que j'ai fait venir de tout le pays. Vous l'avez sauvée parce que vous avez fait attention, parce que vous avez refusé d'accepter la normalité quand votre patient souffrait clairement, parce que vous étiez prête à faire confiance à vos instincts, même quand cela signifiait remettre en question des gens beaucoup plus qualifiés que vous. Rosa sentit sa gorge se serrer. Elle voulait dire quelque chose d'humble, quelque chose de déviant, mais l'amiral leva doucement une main. « J'ai échoué avec Lucy, dit-il, et sa voix se brisa légèrement sur le nom de sa fille. Je l'ai échoué en faisant confiance à la mauvaise personne, en étant si concentré sur le mystère médical que je n'ai jamais considéré l'élément humain, en plaçant ma foi en Marcus sans question, sans jamais m'arrêter pour regarder de près la personne que j'avais invitée dans nos vies. Vous avez réussi là où j'ai échoué, et là où 50 médecins ont échoué parce que vous avez fait la chose la plus difficile au monde. Vous avez regardé. » Il tendit la main à côté de lui et ramassa une pochette en cuir que Rosa n'avait pas remarquée auparavant. Elle était professionnelle, d'apparence chère, le genre de porte-document utilisé pour les documents importants. L'amiral la tint sur ses genoux un instant comme s'il rassemblait ses pensées, puis la tendit à Rosa. « Je vous ai demandé de monter ici parce que j'ai quelque chose pour vous, dit-il, et j'ai besoin que vous entendiez ce que je vais dire avant que vous n'essayiez de le refuser. » Rosa prit la pochette avec des mains tremblantes. Le cuir était lisse et frais sous ses doigts. Elle regarda l'amiral qui hocha la tête une fois, lui donnant la permission de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels avec en tête de l'Institut de soins critiques avancés du Texas, l'un des programmes infirmiers les plus prestigieux du pays. Rosa l'avait recherché de manière obsessionnelle il y a 2 ans, avait même commencé une candidature avant d'en voir le coût et de réaliser que c'était impossible. 40 000 $ pour le programme de 18 mois, aucune aide financière disponible, des plans de paiement qui exigeaient toujours plus d'argent d'avance qu'elle n'en gagnerait en 1 an de quart de nuit. Elle fixa le document du haut, ses yeux luttant pour comprendre ce qu'elle lisait. C'était une lettre d'acceptation qui lui était adressée, datée de 3 jours. Elle tourna la page suivante. Une bourse d'études complète, les frais de scolarité, les frais, les livres, même une allocation pour les frais de subsistance. Tout était entièrement couvert. Ses mains commencèrent à trembler si fort qu'elle faillit laisser tomber la pochette. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Le directeur du programme est un collègue, » dit l'amiral doucement. « Nous avons servi ensemble il y a des années. Quand je lui ai dit ce que vous avez fait pour Lucy, quand je lui ai expliqué votre situation, il a examiné votre candidature originale. Vous étiez qualifié il y a 2 ans, Rosa. Vous étiez plus que qualifié. Vous n'aviez juste pas les moyens. » Rosa fixa les documents, lisant les mêmes lignes encore et encore, essayant de faire accepter à son cerveau ce que ses yeux voyaient. Bourse complète, toutes dépenses couvertes, date de début dans 6 semaines, approbation de transfert du Memorial de Clearwater déjà traité, tout était arrangé, tout était géré, tout l'impossible rendu soudainement possible. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-elle, même si chaque cellule de son corps criait qu'elle le voulait, qu'elle en avait besoin, que c'était le rêve qu'elle avait porté pendant des années. « C'est trop généreux, j'ai juste fait mon travail, Vous avez sauvé la vie de ma fille, » interrompit l'amiral, et sa voix portait le poids d'une conviction absolue. « Ma fille qui est tout pour moi, qui est mon héritage et ma joie est la meilleure chose que j'ai jamais faite dans ce monde. Vous me l'avez rendue quand je pensais l'avoir perdue pour toujours. Il n'y a pas de somme d'argent, pas de geste, pas de cadeau qui pourrait jamais égaler ce que vous avez fait pour ma famille. » Rosa sentit des larmes couler sur son visage maintenant, chaudes et imparables.
Elle essaya de les essuyer, mais elles continuaient de venir. « Permettez-moi d'investir dans le vôtre, » dit l'amiral, se penchant légèrement en avant. « Vous avez investi tout ce que vous aviez pour sauver Lucy. Votre temps, vos instincts, votre courage, la sécurité de votre carrière. Vous avez risqué d'avoir tort, d'être renvoyé, d'être étiqueté comme une faiseuse de troubles ou une infirmière paranoïaque qui ne pouvait accepter l'expertise médicale. Vous vous êtes mis en danger pour quelqu'un que vous connaissiez à peine parce que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, laissez-moi faire la bonne chose pour vous. » « Mais le coût, » réussit à dire Rosa, « 40 000 $ plus les frais de subsistance plus. » « C'est de l'argent que je peux me permettre de dépenser, » dit fermement l'amiral. « Et plus important encore, c'est de l'argent qui sera investi dans quelqu'un qui utilisera cette formation pour sauver d'autres vies. Vous avez vu ce que 50 médecins ont manqué parce que vous étiez prête à faire confiance à ce que vous observiez plutôt qu'à ce qu'on vous disait. Ce n'est pas juste de bons soins infirmiers, Rosa. C'est des soins infirmiers exceptionnels. C'est le genre de jugement clinique qui ne peut pas être enseigné dans un manuel, mais il peut être affiné et développé et on peut lui donner les outils et les connaissances dont il a besoin pour atteindre son plein potentiel. » Il marqua une pause, ses yeux intenses et inébranlables. « Vous êtes le genre d'infirmière qui sauve des vies, » dit-il. « Non pas parce que vous avez le diplôme le plus avancé ou le plus d'années d'expérience, mais parce que vous vous souciez suffisamment pour regarder au-delà de l'évidence. Ne laissez pas l'argent vous empêcher de devenir tout ce que vous êtes capable d'être. Ne laissez pas les dettes étudiantes et les corps de nuit et les obstacles financiers vous empêcher de développer des dons qui pourraient sauver des dizaines, peut-être des centaines d'autres patients dans des situations similaires à celle de Lucy. » Rosa ne pouvait pas parler. Elle pouvait à peine respirer. Elle serra le dossier contre sa poitrine comme s'il pouvait disparaître si elle le lâchait. Son esprit tourbillonnait à travers tout ce que cela signifiait. L'Institut de soins intensifs avancés, le programme dont elle avait rêvé, la formation qui ouvrirait des portes qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir franchir, l'opportunité de travailler dans des unités de soins intensifs, de gérer les patients les plus complexes, d'être le genre d'infirmière qui faisait une réelle différence dans les situations de vie ou de mort. « J'ai déjà parlé à votre superviseur infirmier, » continua l'amiral, son ton s'adoucissant. « Elle a accepté de maintenir votre poste ici si vous voulez revenir après le programme. Mais honnêtement, Rosa, après avoir terminé cette formation, vous aurez des offres d'hôpitaux à travers le pays. Vous pourrez choisir votre voie, travailler où vous voulez, vous spécialiser dans n'importe quel domaine qui vous appelle. Le programme a un taux de placement de 98% et leurs diplômés sont parmi les infirmiers en soins intensifs les plus recherchés de la profession. » Il se pencha et posa sa main sur la sienne, un geste si paternel qu'il fit mal au cœur de Rosa. « Je suis un père qui a failli perdre sa fille, » dit-il doucement. « Je sais ce que ça fait maintenant. Je connais la terreur, l'impuissance, l'espoir désespéré que quelqu'un quelque part verra ce que tout le monde manque. Vous avez été cette personne pour Lucy, pour moi. Laissez-moi vous aider à devenir cette personne pour d'autres familles, d'autres patients, d'autres personnes qui ont besoin d'une infirmière avec vos dons et votre courage. » Rosa regarda le dossier, puis le visage buriné de l'amiral, et elle y vit quelque chose qui fit sa décision. Elle vit un homme qui avait été brisé et reconstruit différemment. Un homme qui avait appris l'humilité en frôlant la perte de ce qui comptait le plus. Un homme qui avait compris que le plus grand cadeau que vous puissiez donner à quelqu'un n'est pas la gratitude ou l'argent, mais l'opportunité. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord, je le ferai. Merci, merci beaucoup. » L'amiral sourit et cela transforma tout son visage. « Non, dit-il, merci d'avoir vu ma fille, d'avoir refusé d'abandonner quand tout le monde avait accepté l'impossible, d'être le genre de personne qui fait la bonne chose, même quand c'est difficile, même quand c'est risqué, même quand personne ne vous aurait blâmé de rester silencieuse et en sécurité. »
Ils restèrent assis ensemble sur ce toit pendant encore 20 minutes, parlant du programme, de la logistique, de ce que Rosa devrait faire pour se préparer. L'amiral avait pensé à tout. Il avait organisé un logement temporaire près de l'Institut. Il avait ouvert un compte bancaire à son nom avec des fonds pour les dépenses. Il avait même contacté le directeur du programme pour s'assurer que Rosa aurait accès à un mentorat et à un soutien supplémentaire si elle en avait besoin. C'était accablant et magnifique et terrifiant et parfait tout à la fois. Rosa continuait d'attendre de se réveiller pour découvrir que c'était un rêve élaboré, conjuré par l'épuisement et le vœu pieux. Mais le dossier restait solide dans ses mains. Les documents restaient réels, et l'amiral restait à ses côtés, traçant un avenir qu'elle n'avait jamais osé croire pouvoir réellement avoir. Quand ils se levèrent enfin pour partir, pour retourner à l'hôpital en bas, où Lucy se demandait probablement où son père avait disparu, l'amiral arrêta Rosa d'une main sur son épaule. « Une dernière chose, dit-il, cela ne se termine pas avec la bourse. Quand vous terminerez le programme, quand vous travaillerez comme infirmière en soins intensifs quelque part, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Vous rencontrerez d'autres infirmières comme vous l'étiez il y a un mois. Des infirmières brillantes, capables, négligées qui ne peuvent pas se permettre une formation avancée, qui ont les dons, mais pas les ressources. Quand vous les rencontrerez, je veux que vous leur racontiez ceci. Comment un acte de courage et de compassion a ouvert des portes que vous n'auriez jamais cru pouvoir franchir. Et si jamais vous voulez aider l'une d'entre elles comme je vous ai aidé, vous m'appelez. Nous y arriverons. » Rosa ne put que hocher la tête, trop submergée pour parler. L'amiral venait de lui donner plus qu'une bourse. Il lui avait donné une mission, un héritage, un moyen de transmettre ce qui lui avait été donné pour créer un effet d'entraînement qui se propagerait bien au-delà de ce toit, au-delà de cet hôpital, au-delà de ce moment. Alors qu'il retournait vers la porte, vers les couloirs éclairés au fluorescent et les moniteurs qui bipaient et la réalité quotidienne de la vie hospitalière, Rosa sentit quelque chose changer en elle. Elle était montée sur ce toit en tant qu'infirmière de nuit, avec des dettes étudiantes et des rêves impossibles. Elle en descendait en tant que quelqu'un avec un avenir, avec des opportunités, avec la chance de devenir tout ce qu'elle avait toujours espéré être. Et tout avait commencé parce qu'elle avait refusé de détourner le regard, parce qu'elle avait fait confiance à ses instincts plutôt qu'aux experts, parce qu'elle s'était suffisamment souciée d'une patiente mourante pour tout remettre en question, tout risquer pour poursuivre la vérité, même quand cela la menait dans des cages d'escalier sombres et des confrontations dangereuses. Si vous croyez en des gens qui se lèvent et font ce qui est juste, même quand c'est difficile, commentez « Je me bats pour la justice », inondons cette section de commentaires de soutien pour des héros comme Rosa. 2 mois après cette conversation sur le toit, Lucy Hartwell rentrait enfin chez elle. Le jour de sa sortie arriva un matin lumineux de septembre, le genre de journée texane où la chaleur avait commencé à baisser et le ciel s'étendait sans fin et bleu au-dessus de Clearwater. Rosa avait spécifiquement changé de corps pour être là, pour voir Lucy sortir de l'hôpital qui avait été sa prison pendant tant de mois. Lucy se tenait dans sa chambre, vêtue de vrais vêtements pour la première fois, en ce qui semblait une éternité, un jean qui lui allait maintenant sur sa silhouette saine, un pull bleu doux, des baskets au lieu de chaussettes d'hôpital. Ses cheveux, qui avaient été fins et sans vie pendant le pire de l'empoisonnement, avaient commencé à repousser plus épais, plus brillants. Elle ressemblait à la jeune femme de ses photographies sur la cheminée de la famille Hartwell. Vibrante, vivante, pleine d'avenir. Le processus de sortie prit plus de temps qu'il n'aurait dû. Les infirmières s'arrêtaient sans cesse pour dire au revoir, pour embrasser Lucy, pour lui dire à quel point elles étaient heureuses de la voir partir sur ses propres pieds, au lieu de la manière dont elles avaient toutes secrètement craint qu'elle ne parte. La superviseure de jour apporta des fleurs. La physiothérapeute qui avait travaillé avec Lucy pendant sa convalescence apporta une carte signée par tout le service de physiothérapie.
Même l'aumônier de l'hôpital, qui s'était assis avec l'amiral pendant certaines de ses nuits les plus sombres, s'arrêta pour offrir une bénédiction pour la santé continue de Lucy. À travers tout cela, l'amiral Hartwell se tenait tranquillement à l'écart, laissant sa fille vivre ses moments. Ses connexions avec des gens qui s'étaient occupés d'elle quand lui ne le pouvait pas. Il avait tellement changé au cours des 2 derniers mois. La dureté qu'il avait définie pendant des décennies s'était adoucie en quelque chose de plus doux, de plus présent. Il souriait davantage. Il écoutait davantage. Il avait même commencé à faire du bénévolat dans le groupe de soutien familial de l'hôpital, parlant avec d'autres parents dont les enfants faisaient face à des mystères médicaux, offrant non pas des solutions, mais de la solidarité. Quand ce fut enfin le moment de partir, quand tous les papiers furent signés et tous les adieux furent faits, Lucy se tourna vers la petite foule d'infirmières et de personnel qui s'étaient rassemblés dans sa chambre et fit une simple demande. « J'aimerais que Rosa me raccompagne, dit-elle. Si ça va. » Rosa sentit ses yeux lui brûler de larmes pour ce qui semblait la 100e fois depuis que tout ce voyage avait commencé. Elle s'avança et Lucy passa son bras dans celui de Rosa, s'appuyant légèrement sur elle, non pas parce qu'elle avait encore besoin de soutien physique, mais parce qu'elle voulait la connexion. Elle et Michel ensemble dans le couloir, passant devant le poste des infirmières, où Rosa avait passé tant de nuits à regarder les images de sécurité et à documenter des schémas dans son carnet à spirale, passant devant la cage d'escalier où tout avait culminé cette nuit orageuse, passant devant l'ancienne chambre de Lucy, qui avait déjà un nouveau patient, une nouvelle famille, un nouvel ensemble de mystères à résoudre. La descente en ascenseur fut silencieuse, amicale. La main de Lucy reposait sur le bras de Rosa, et Rosa pouvait sentir la force de cette prise, la vie qui avait failli être volée, mais qui s'était frayé un chemin de retour. Dans le hall de l'hôpital, avec son odeur perpétuelle d'antiseptique et ses magazines dépassés, et ses familles attendant des nouvelles de leurs proches, Lucy s'arrêta. Elle se tourna pour faire face à Rosa pleinement, prenant ses 2 mains. « 50 médecins m'ont examiné, » dit Lucy, sa voix claire et forte. Des spécialistes avec des décennies d'expérience, avec des diplômes prestigieux, avec des réputations qui faisaient que les gens voyageaient à travers le pays pour leur expertise. Et pas un seul d'entre eux n'a vu ce que vous avez vu. Pas un seul d'entre eux n'a remis en question ce qui aurait dû être remis en question. Vous m'avez sauvé la vie, Rosa. Non pas avec un traitement révolutionnaire ou un diagnostic brillant. Vous m'avez sauvé en faisant attention, en vous souciant suffisamment pour regarder quand il aurait été tellement plus facile d'accepter ce que tout le monde acceptait. Rosa ouvrit la bouche pour répondre, mais Lucy lui serra les mains doucement. « Je vais à l'école supérieure, » continua Lucy. « Je vais étudier la santé publique et je vais passer ma carrière à travailler sur les protocoles de sécurité des patients, sur des systèmes qui repèrent les choses qui passent entre les mailles du filet. Et chaque jour, je me souviendrai que je ne suis en vie pour faire ce travail que parce qu'une infirmière a refusé de détourner le regard. Merci, Rosa, pour tout. » Elles s'embrassèrent alors, une longue étreinte qui portait le poids de tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. Quand elles se séparèrent enfin, toutes les 2 pleuraient, mais c'étaient de bonnes larmes, le genre qui venait de la gratitude et de l'espoir, et du profond soulagement d'une histoire qui aurait pu se terminer en tragédie, mais qui ne le fit pas. L'amiral Hartwell attendait près des portes du hall, leur laissant de l'espace, mais Rosa le voyait regarder. Il y avait un léger sourire sur son visage buriné, le genre d'expression qui parlait de paix durement gagnée, d'un père qui avait failli tout perdre et qui maintenant pouvait regarder sa fille marcher sous le soleil et dans l'impossibilité future. Rosa accompagna Lucy jusqu'à l'entrée où l'amiral prit le relais, son bras autour des épaules de sa fille alors qu'elle se dirigeait vers le parking. Lucy se retourna une fois, saluant, et Rosa lui rendit son salut, restant dans ce hall longtemps après qu'elles aient disparu de la vue, ressentant l'énormité de ce qui s'était passé dans ce bâtiment au cours des derniers mois.
Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. L'amiral James Hartwell n'avait jamais été un homme qui faisait les choses à moitié, et sauver sa fille avait allumé en lui quelque chose qui ne serait pas satisfait d'une seule bourse. Juste une infirmière aidée. 3 semaines après la sortie de Lucy, il contacta l'administration du Memorial de Clearwater avec une proposition. Il voulait financer un programme de formation complet au nom de Rosa, l'initiative de sécurité des patients Rosa Delgado. Elle se concentrerait spécifiquement sur des infirmières de nuit, celles qui travaillaient lorsque les superviseurs étaient rentrés chez eux, lorsque l'hôpital fonctionnait avec des équipes réduites, lorsque les petites observations et les soupçons discrets étaient les plus faciles à ignorer ou à écarter. Le programme formerait les infirmières à reconnaître les signes subtils d'interférence avec les patients, à faire confiance à leurs instincts cliniques, à documenter les schémas qui ne correspondaient pas aux présentations standards et à naviguer dans les dynamiques complexes de la remise en question de prestataires plus expérimentés ou de membres de la famille de confiance. L'administration de l'hôpital accepta immédiatement. Le don de l'amiral était suffisamment substantiel pour financer non seulement le programme initial, mais aussi son expansion et sa pérennité pour les années à venir. Ils firent un appel à des experts en sécurité des patients, en toxicologie, en psychologie des dommages médicaux. Ils élaborèrent des études de cas, y compris l'histoire de Lucy avec la permission de la famille, des outils pédagogiques qui aideraient les infirmières à reconnaître les signes avant-coureurs que Rosa avait remarqués. La première cohorte d'infirmières a suivi la formation 4 mois après la sortie de Lucy. 2 infirmières de nuit du Memorial de Clearwater, passant 4 semaines intensives à apprendre à affûter leurs compétences d'observation, à remettre en question les hypothèses, à défendre les patients même lorsque cela les mettait mal à l'aise. Rosa, qui était alors en plein programme de soins intensifs, est revenue leur parler. Elle se tenait devant ses collègues, beaucoup d'entre eux avec qui elle avait travaillé pendant des années, et leur a parlé de l'odeur amère, du clic du capteur de porte, des schémas des signes vitaux. Elle leur a parlé d'avoir eu peur de se tromper, de risquer sa réputation et son emploi, de suivre ses instincts dans cette cage d'escalier sombre. La technologie n'a pas sauvé Lucy, leur a dit Rosa. Les moniteurs et les tests et l'équipement d'imagerie disaient tous qu'elle allait bien. Ce qui l'a sauvée, c'est l'attention humaine, la volonté de faire confiance à ce que j'observais, même quand cela contredisait tout ce que les données me disaient. C'est de cela qu'il s'agit dans ce programme. Vous apprendre à être la personne qui regarde quand tout le monde a cessé de regarder. Le programme fonctionnait avec les féministes. En 6 mois, les infirmières qui avaient terminé la formation Rosa Delgado avaient identifié 3 cas de membres de la famille altérant les soins aux patients. Aucun n'était aussi grave que le cas de Lucy, mais tous étaient potentiellement dangereux. Toutes des situations qui auraient continué inaperçues sans des infirmières qui avaient été formées pour remarquer les signes subtils. La nouvelle se répandit. D'autres hôpitaux voulaient le programme. L'amiral, fidèle à sa nature, ne le garda pas propriétaire ou exclusif. Il finança son expansion. À la fin de la première année, l'initiative de sécurité des patients Rosa Delgado était mise en œuvre dans des hôpitaux de 3 États, Texas, Oklahoma, Louisiane. Des centaines d'infirmières de nuit apprenaient à faire confiance à leurs instincts, à documenter leurs observations, à défendre les patients qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Le programme sauva des vies. Pas de manière spectaculaire, pas avec des gros titres ou des fanfares, mais tranquillement, constamment, de la même manière que Rosa avait sauvé Lucy. Une observation à la fois, un schéma remarqué, une infirmière refusant d'accepter le normal quand leur patient souffrait clairement. Des revues médicales publièrent des articles sur l'initiative, des conférences sur la sécurité des patients invitèrent Rosa et l'amiral à prendre la parole. Le programme devint un modèle pour la manière dont les hôpitaux pouvaient autonomiser leur personnel infirmier, en particulier ceux travaillant en dehors des heures de bureau lorsque la supervision était minimale.
Il s'étendit au-delà de la simple détection d'interférences avec les patients pour englober toutes sortes d'observations cliniques subtiles qui pouvaient prévenir des dommages, détecter des erreurs, identifier des problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Le seul acte de vigilance silencieux de Rosa, cette décision de suivre ses instincts dans une cage d'escalier sombre pendant un orage, était devenu un bouclier pour d'innombrables autres patients qu'elle ne rencontrerait jamais. Dans des hôpitaux où elle ne travaillerait jamais, ils étaient plus en sécurité parce qu'elle avait refusé de détourner le regard de Lucy Hartwell. Cela commença par une odeur amère, un clic suspect et une infirmière qui refusa de détourner le regard. Cela se termina par des vies sauvées, des protocoles changés, et la preuve que parfois l'outil médical le plus important n'est pas la technologie, c'est l'attention. Maintenant, laissez-moi vous dire où ils en sont aujourd'hui, parce que chaque histoire de justice mérite de savoir que sa fin a dépassé un simple moment, un seul sauvetage, une seule vie sauvée. Rosa Delgado a obtenu son diplôme en tête de son programme de soins intensifs 18 mois après la sortie de Lucy. Elle a eu plusieurs offres d'emploi avant même d'avoir terminé sa rotation clinique finale. Elle a choisi un poste dans un centre de traumatologie de niveau 1 à Houston où elle travaille dans l'unité de soins intensifs, s'occupant des patients les plus complexes. Les cas qui exigent non seulement des compétences techniques, mais le genre d'intuition clinique qui ne peut être enseignée, seulement développée. Elle est à 9 ans maintenant, récemment fiancée, portant toujours ce carnet à spirale dans la poche de sa blouse, faisant toujours confiance à ses observations plutôt qu'aux impressions. Elle encadre de nouvelles infirmières, leur enseignant ce que l'amiral lui a appris. Que le plus grand cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un n'est pas des réponses, mais des opportunités. Lucy Hartwell a terminé ses candidatures à l'école supérieure depuis sa chambre d'enfant. Sa force entièrement retrouvée, son poids sain, son avenir radieux. Elle a été acceptée au programme de santé publique de Stanford, le même qu'elle avait prévu de fréquenter avant que l'empoisonnement de Marcus ne fasse tout dérailler. Elle commence cet automne et son domaine de spécialisation est les systèmes de sécurité des patients, spécifiquement comment créer des protocoles qui détectent les types de dommages subtils que la supervision médicale traditionnelle manque. Elle rédige sa thèse sur les abus médicaux perpétrés par la famille en utilisant son propre cas comme fondement. Elle veut changer la façon dont les hôpitaux dépistent et répondent aux interférences avec les patients, comment ils forment le personnel à reconnaître les signes avant-coureurs, comment ils protègent les patients vulnérables des personnes censées les aimer le plus. Marcus Brennan a plaidé coupable de tentative de meurtre et d'agression aggravée. Il a été condamné à 8 ans de prison d'État, éligible à la libération conditionnelle après 5 ans. Lors de son audience de condamnation, il s'est excusé auprès de Lucy et de l'amiral, sa voix se brisant alors qu'il essayait d'expliquer le désespoir et la peur qui l'avaient poussé à empoisonner quelqu'un qu'il aimait sincèrement. Le juge est resté impassible. « Vous aviez une formation médicale, » a dit le juge. « Vous saviez exactement ce que vous faisiez et vous l'avez fait quand même. Nuit après nuit, la regardant souffrir, regardant l'angoisse de son père, et vous n'avez jamais arrêté. 8 ans est une miséricorde que vous n'avez pas accordée à votre victime. » Marcus est actuellement incarcéré dans un établissement de sécurité moyenne près d'Austin. L'amiral ne lui a pas rendu visite. Lucy ne lui a pas rendu visite. Ils ont tous deux avancé, choisissant d'investir leur énergie dans la guérison et un but plutôt que dans la colère et le regret. L'amiral James Hartwell a pris sa retraite du service actif 6 mois après la sortie de Lucy. Il avait passé 30 ans dans la marine, mais le fait de faillir perdre sa fille avait bouleversé ses priorités d'une manière irréversible. Il a déménagé dans une maison plus petite à Clearwater, assez près de l'hôpital pour continuer son travail bénévole avec le groupe de soutien familial, assez près pour rendre visite à Lucy quand elle rentre de Californie pendant les vacances. Il est plus doux maintenant, plus lent à juger, plus rapide à écouter. Il a financé l'initiative Rosa Delgado avec ses économies de retraite
Et il dit que c'est le meilleur investissement qu'il ait jamais fait. Il reste en contact avec Rosa, l'appelant tous les quelques mois pour prendre des nouvelles, pour entendre parler de ses cas, pour lui rappeler qu'elle a changé sa vie autant qu'elle a changé celle de Lucy. Cette histoire est un rappel que le mal ne ressemble pas toujours à un monstre. Parfois, il ressemble à quelqu'un qui se soucie trop, de toutes les mauvaises manières. Marcus Brennan aimait l'amiral. Il était reconnaissant pour la seconde chance qui lui avait été donnée. Mais son besoin d'être nécessaire, sa terreur de perdre sa place dans la famille, ait tordu cet amour en quelque chose de toxique, quelque chose de mortel. Il n'avait pas l'intention de tuer Lucy. Il ne pouvait juste pas la laisser partir. Et en essayant de la garder près de lui, il l'a presque complètement détruite. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton « J'aime ». Si vous connaissez une infirmière qui se dépasse, quelqu'un qui fait attention quand les autres détournent le regard, quelqu'un qui défend ses patients même quand c'est inconfortable ou risqué, partagez cette vidéo avec elles. Faites-leur savoir qu'elles sont appréciées, que leur vigilance compte, que leur refus d'accepter le normal quand quelque chose ne va pas pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour la fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un. Et si vous croyez en la justice, la vraie justice, celle qui ne vient pas de la vengeance, mais de s'assurer que le même mal n'arrive pas à quelqu'un d'autre, abonnez-vous à cette chaîne parce que nous racontons des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires quand cela compte le plus. Nous racontons des histoires d'infirmières de nuit avec des dettes étudiantes et des carnets à spirale qui sauvent des vies. Nous racontons des histoires de pères qui apprennent l'humilité en frôlant la perte de ce qui compte le plus. Nous racontons des histoires de patients qui survivent parce que quelqu'un s'est suffisamment soucié pour regarder. Merci d'avoir regardé l'histoire de Lucy et Rosa. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, d'avoir investi votre attention dans un récit sur le pouvoir de l'attention. Et souvenez-vous, en retournant à vos propres vies, à vos propres travaux, à vos propres relations, faites attention. Les plus petits détails peuvent sauver une vie. L'odeur amère qui n'a pas sa place, le schéma qui n'a pas de sens, l'instinct que quelque chose ne va pas, même quand toutes les données disent que tout va bien. Faites confiance à ces observations, documentez-les, poursuivez-les. Vous pourriez être la seule personne à le remarquer. Vous pourriez être la seule personne à se soucier suffisamment pour regarder, et cela pourrait faire toute